Madame, Monsieur, bonjour. Dimanche en politique fait un focus aujourd'hui sur la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, cette circonscription que l'on appelle la Basco-Béarnaise. Il y a 14 candidats, 14, et 4 sont sur le plateau aujourd'hui. Jean Lassalle, tout d'abord. Jean Lassalle, bonjour. Vous êtes député sortant. Vous êtes sous l'étiquette Résistons et vous êtes l'ex-candidat à l'élection présidentielle. Bernard Utturi, candidat socialiste, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Marc Auxibar, candidat Les Républicains, conseiller régional. Et enfin, Loïc Corrégé, militaire, et aujourd'hui candidat pour l'étiquette La République en marche. Messieurs, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Nous allons voir, il y a également 14 candidats sur cette circonscription. Nous allons voir la liste, vous voyez, elle s'affiche, 14 candidats. C'est une liste très importante. Il y a un petit 15e quand même. Peut-être. Beaucoup de succès en tous les cas pour cette candidature sur cette 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Loïc Corrégé. Oui. Alors, certains autour de cette table sont très expérimentés en politique. Vous, ce n'est pas le cas. Vous êtes candidat pour la première fois. Vous êtes militaire de carrière. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la vie politique ? Alors moi j'étais toujours un amoureux de la vie politique, ça fait très longtemps que je la suis, mais de par mon métier et mon devoir de réserve, je ne pouvais pas exprimer mes opinions. Ce que j'aime dans la politique, c'est le débat, c'est l'échange, et surtout c'est bâtir des projets et mettre au cœur de ces projets les citoyens. Alors pourquoi le choix de La République en marche, c'est-à-dire Emmanuel Macron ? Alors moi j'étais là de ces clivages gauche-droite que la France subit depuis 40 ans. Et en avril 2016, le mouvement d'Emmanuel Macron en marche a été lancé. Et j'ai écouté avec attention et j'ai trouvé que cette démarche d'aller au-delà des clivages, de se dire qu'on peut être de droite, on peut être de gauche, on peut être du centre, on peut être de la société civile, et on peut tous travailler dans le même sens pour la France et pour sa réussite. Pour bien comprendre, aujourd'hui, vous êtes toujours militaire ? Je suis toujours militaire aujourd'hui. À Bayonne ? Tout à fait. Et vous, quel est votre fonctionnement en fait pour pouvoir faire cette campagne ? Il y a des articles dans le Code de la Défense qui prévoient que les militaires d'active peuvent être candidats. Ils ont leur droit de réserve qui est levé durant la campagne. Et une fois, s'ils ont la chance d'être élus, ils sont mis ce qu'on appelle en disponibilité, en détachement pendant 5 ans, la durée de leur mandat. Jean Lassalle, vous avez été candidat à l'élection présidentielle, ça n'a échappé à personne. Comment se passe le retour sur Terre ? C'est-à-dire, j'ai commencé par avoir du retard ici. Il se passe. Je veux tout d'abord, vous me le décompterez sur le temps de parole, présenter mes excuses à l'ensemble des Basques. J'ai eu des propos indignes de ma fonction sur une télévision. Je le dis aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte. J'ai fait un communiqué ce matin lors des derniers jours de une télévision à Paris, dont je ne sais même plus le nom, à propos des Basques. Et je voulais dire que j'aurais préféré raconter toute l'histoire de la Troisième République avec les langues régionales, dont nous sommes tous férus ici, et que la République, sur ce plan-là, avait eu une responsabilité énorme. Malheureusement, et j'ai dit que j'aurais souhaité que ce soit enseigné par l'Éducation nationale, et malheureusement, j'ai eu des mots déplacés à l'égard de Chaska, que je ne visais absolument pas, mais ils se sont reconnus, et des Gicastola, je demande pardon à l'ensemble des Basques. Je le regrette infiniment. Est-ce qu'à l'occasion de cette campagne présidentielle, vous avez été parfois un peu emporté par le trouble médiatique, par cette présence médiatique, cette pression médiatique ? Non, pas. Enfin, je n'ai pas eu le sentiment, en tout cas pas pendant la première année où j'ai eu en tout et pour tout 5 invitations, 3 où on ne m'a pas laissé parler et 2 pour me flinguer. Donc, 1 an avec 5 invitations, c'est quand même supportable. Les 3 dernières semaines où on était à égalité, non, je vivais très bien ça, mais ça n'empêche pas de faire de très très grosses erreurs et de très grosses fautes comme celle-là. Alors vous avez attendu cette semaine, mercredi, pour faire un choix, pour vous décider à nouveau être candidat pour cette élection législative. Vous êtes le député sortant, je le rappelle. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Vous auriez pu arrêter après cette campagne présidentielle et c'est 1,21% des voix. Vous auriez pu arrêter, vous avez décidé de continuer. Pourquoi ? Écoutez, j'ai été déchiré, comme je ne l'ai jamais été pour une campagne électorale. J'ai été déchiré ensuite dans l'exercice de mes mandats, bien sûr, à plusieurs reprises. Mais là, c'est un peu ce que j'avais envisagé d'arrêter. Seulement, j'avais lancé Résistant, comme vous avez bien voulu le rappeler. Et je ne me voyais pas
bout du compte, répondre à des candidats qui se présentent pour moi, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, et puis ne pas y aller moi-même. De plus, je suis devenu au cours de cette campagne électorale, où je fais un score très faible, mais quand même 430 000 voix, je suis devenu une personnalité du monde rural et territorial. Bernard Uturi, vous êtes socialiste. Sur cette circonscription, cette 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, lors du premier tour de l'élection présidentielle, on va voir les résultats. Benoît Hamon a fait un score relativement faible, moins que le score national d'ailleurs, puisqu'on voit qu'il a fait 5,8%, 5,80%. Que pensez-vous de ce score du Parti socialiste lors de cette présidentielle sur cette circonscription? C'est une déception, j'imagine? Une grosse déception? Oui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas vu venir totalement. Hein. Je pense que le candidat qui avait été un peu tabassé pendant la campagne, y compris lors des primaires, a été siphonné à la fois par la candidature de Macron et par la candidature de Mélenchon. Ce que j'en retiens, c'est l'idée qu'il y a sans doute eu des erreurs de communication, il y a eu aussi des lacunes dans le mandat. Je ne nie pas les lacunes, je ne nie pas les insuffisances, à la fois de la campagne et de l'exercice du mandat précédent, mais je ne renie pas non plus les valeurs fondatrices du mouvement auquel j'appartiens et qui m'honorent de son investiture. Donc je vais continuer dans cette campagne à participer plutôt que partir dans un abandon de la famille quand le navire tangue à l'image du capitaine du Concordia. Hein. Je vais m'attacher sur la base des valeurs fondatrices à requalifier ces valeurs. Alors on a vu sur cette liste des candidats possibles qu'à gauche il y avait énormément de candidats. Candidats socialistes, c'est vous, on vient de le dire, il y a un candidat pour le Parti communiste, un candidat France Insoumise, un candidat Europe Écologie Les Verts, c'est beaucoup, la gauche est extrêmement divisée. C'est beaucoup, oui, on a même presque autant de candidats à gauche qu'à droite. Oui, absolument. Donc sur 14 candidats, effectivement, vous avez pu observer que dans les deux camps, les gens se partagent, donc les voix se partageront, et ça traduit un petit peu l'esprit des Français qui, actuellement, ont clairement rejeté les partis, et singulièrement les partis qui étaient au pouvoir jusqu'à présent, non pas pour les valeurs qu'ils incarnaient, mais surtout pour les méthodes qu'ils utilisaient, et voilà, une manière un petit peu sectaire de ne pas chercher à se grandir un petit peu plus que soi-même dès lors que l'on faisait de la politique pour tout le monde. On va revoir les résultats sur cette circonscription lors du premier tour de l'élection présidentielle. On va voir que le Front National a fait un score relativement faible par rapport au score en France. On voit également que Jean Lassalle a fait 12,83%, Emmanuel Macron 17,79%, François Fillon 12,42%, Marc Auxibard. Est-ce que ce score de François Fillon sur cette circonscription vous inquiète par rapport à votre candidature aujourd'hui? Ce n'est pas la première fois, vous avez déjà été candidat il y a 5 ans, vous étiez arrivé en 3e position. Là encore, il y a beaucoup de partis à droite. Quels seront vos fers de lance? Quels sont les thèmes que vous allez aborder pour tenter de décrocher cette circonscription? Le score de François Fillon à la présidentielle dans cette circonscription et finalement dans la France entière, on le sait bien, c'est le résultat de François Fillon. C'est pas forcément le résultat du projet politique porté par les Républicains dans cette campagne présidentielle et le projet républicain qui sera porté dans cette campagne législative. Donc les axes de campagne ont été là aussi modifiés au niveau national par rapport à un certain nombre de points sur la non-augmentation de la TVA, la baisse de l'impôt sur le revenu pour tous les ménages, la défiscalisation des heures supplémentaires également. Donc, au niveau de cette circonscription, il y a, comme partout ailleurs, un socle, un électorat de droite que j'entends bien. Alors on a vu qu'il y avait un candidat UDI sur cette circonscription. Vous n'avez pas réussi à trouver un terrain d'entente? Ça fait partie des négociations nationales qui ont abouti dans la France entière à un certain nombre de circonscriptions où il y aura des primaires LR-UDI, et dans notre département, dans l'intégralité des circonscriptions du département des Pyrénées-Atlantiques, il y aura une primaire. On comptera les bulletins le soir du premier tour. Jean Lassalle, vous avez été très impliqué dans cette campagne présidentielle, on l'a dit tout à l'heure. On a vu cette semaine ce nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement, une France recomposée au niveau politique. Qu'en pensez-vous? Quel est votre regard? Écoutez, le peuple a parlé.
et largement. Le peuple a parlé, mais est-ce que le peuple voulait véritablement cette couleur-là, ce gouvernement-là? Ou est-ce qu'il s'attendait à ça? On a eu 1 an et demi, enfin moi, pas autant. Hein. Moi j'ai eu surtout les 3 dernières semaines pour nous expliquer. Moi je considère que le peuple a parlé, même si on peut vous rejoindre sur un point, une très grande partie du peuple, hélas, ne s'est pas exprimé ou s'est exprimé d'une manière différente. Mais indiscutablement, Emmanuel Macron a été élu. Moi, je vais adopter avec Emmanuel Macron, même si j'avais des différences de fond importantes avec lui tout au long de la campagne. Il m'a proposé de le rejoindre très tôt dès qu'il s'est présenté. La même attitude que j'ai eue avec Jacques Chirac, avec Nicolas Sarkozy et François Hollande. Je n'ai jamais empêché un président de travailler. Et j'ai voté pour lorsque je pensais que c'était les intérêts de ma circonscription, mais aussi de la France. Et j'ai voté contre quand ce n'était pas le cas. Emmanuel Macron vient d'être élu. Je ne suis pas quelqu'un qui lui mettrait des bâtons dans les roues dès les premiers jours. J'attends de voir. Bernard Utturi, ce gouvernement, vous qui êtes socialiste, est-ce qu'il vous plaît? Écoutez, je trouve qu'il est équilibré et en tous les cas, il ne m'a pas surpris puisque c'est la composition d'un gouvernement qui avait été annoncé. Alors, est-ce qu'il me plaît? Est-ce que je le soutiendrai? Je vais dire que ma position, elle sera entre, effectivement, le soutien aux mesures qui consisteront à réduire le sentiment d'abandon qui a propulsé les Français vers un vote de désespérance, vers le vote Front National. J'avais appelé très clairement à voter Emmanuel Macron au second tour. Et entre donc cette vigilance-là et aussi une vigilance pour que, effectivement, les réductions des inégalités entre les territoires et entre les individus deviennent une réalité. Donc, pas de position systématique et a priori, loin de là, c'est pas mon genre, et en même temps, loyauté à mes valeurs. À lui corriger ce gouvernement, donc tout à fait nouveau, cette recomposition politique. C'est pour ça que vous êtes engagé en politique, c'est pour faire complètement exploser les barrières qui existaient précédemment? Exactement. Ce gouvernement, il est ce qu'attendent les Français. Emmanuel Macron a tenu ses engagements. Il avait dit qu'il composerait un gouvernement paritaire homme-femme. Il l'a fait. Qu'il ferait entrer la société civile au gouvernement. 11 ministres sont issus, sur 22, de la société civile. Il a dit qu'il irait au-delà des barrières politiques. La droite, le centre et la gauche sont représentés. Donc pour moi, c'est le gouvernement qu'il avait annoncé. Et là où je ne rejoins pas certaines personnes autour de cette table, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent Macron-compatibles, mais qui n'ont, entre les deux tours, n'ont pas appelé à voter Emmanuel Macron. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Certains l'ont fait clairement, ont appelé clairement à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. D'autres n'ont pas pris ces positions-là. Donc pour revenir au gouvernement, oui, c'est un gouvernement où la société civile est entrée et où le renouveau démocratique appelé par les Français est enfin là. Jean Lassalle, avant de parler évidemment des thématiques et des points forts de votre circonscription à tous, un mot encore sur le MoDem. Vous qui avez été membre du MoDem, très proche de François Bayrou pendant des années, ce n'était pas le moment de quitter le MoDem. C'est là où le MoDem revient en force au gouvernement et dans la vie politique française. Est-ce que vous croyez qu'en politique, il y a un moment choisi? Je ne sais pas. Un moment idéal? Eh bien, moi, je peux vous dire non. Et je m'en serais bien passé. Je ne pouvais pas suivre les choix de François Bayrou depuis la dernière présidentielle. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas facile, hein, croyez-le. Je me suis émancipé et j'ai mis beaucoup de temps à créer ma propre formation, qui est la formation la plus faible, bien entendu, de ceux qui sont représentés ici. Je voudrais rebondir sur le propos, si j'ai le temps, du candidat présenté par En Marche. En Marche, d'ailleurs, c'est moi qui ai marché, hein, entre parenthèses. Il a été plus malin que moi parce que lui, il n'a pas marché et il a appelé son mouvement En Marche. Mais enfin, bon, c'est normal. Et alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai donné une consigne de vote particulière
et je l'ai fait en l'assumant totalement. C'est-à-dire que je considérais qu'on avait la finale idéale voulue par les sondeurs d'opinion, dont j'ai pu vérifier toutes les pratiques. Ce n'est pas innocent, ils appartiennent tous à des groupes privés hyper financiarisés, qui ont tous les moyens. Et malheureusement, une très grande partie des journalistes parisiens qui ne sont pas comme vous, d'ailleurs, vous pouvez faire attention parce que vous faites partie de la liste qui risque de tomber un jour, eh bien, je considérais que le Front National n'avait aucune chance. C'était l'épouvantail agité, vous avez vu d'ailleurs ce qui s'est passé. Mais j'ai appelé à voter les Français en leur âme et conscience, ceux qui m'avaient voté. Et moi, j'ai dit à titre personnel que j'ai voté blanc. Il y a eu 4 millions de blancs. S'il n'y avait pas eu ces 4 millions de blancs, il y en aurait eu 2 millions de plus pour Mme Le Pen et 2 millions qui n'auraient pas voté. Un mot simplement avant de donner la parole aux autres candidats et puis surtout parler de votre circonscription. François Bayrou, ministre de la Justice, ça vous inspire quoi ? Vous pensez que c'est une bonne chose pour lui, c'est une récompense, c'est normal ou au contraire ça vous paraît étonnant ? Écoutez, nous ne nous sommes pas parlé depuis le début de notre séparation. Je dois dire que c'est la première fois que je m'exprime, je crois, officiellement. Je crois que c'est surtout une bonne chose pour la France, parce que c'est un homme de très grande expérience. Je crois que c'est un ministère qui va lui convenir avec la très grande méfiance que portent les Français à l'égard de la justice actuellement. Il y a un énorme travail à faire. Et puis, je crois que c'est une chance pour le département, parce qu'avoir un ministre d'une telle ampleur dans le département, ce n'est jamais mauvais. Est-ce que lui vous a félicité pour votre campagne présidentielle ? Non, mais il n'avait pas à le faire, je ne lui avais pas demandé. Marc Auxibard, cette circonscription, comme beaucoup d'autres, a un souci concernant l'emploi, la création d'emplois, avec un territoire de vallées et de montagnes qui souffre de désertification rurale ou médicale. Quelles seraient les premières mesures à prendre pour essayer de redynamiser l'activité économique sur votre circonscription ? Juste avant de répondre à votre question, je voudrais quand même dire un mot sur la composition du gouvernement qui a été présentée par le président Macron et le Premier ministre. J'entends que c'est un gouvernement équilibré politiquement. Je remarque quand même que parmi les ministres issus des Républicains, ce ne sont que des individualités. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Effectivement, il y a la pioche d'Édouard Philippe, mais je veux quand même signaler la cohérence et l'unité de la famille des Républicains. Et ce gouvernement est quand même beaucoup plus orienté à gauche qu'à droite. Vous lui donnez quelle durée de vie à ce gouvernement ? 3 semaines. De toute façon, après les élections législatives, il y aura un profond remaniement. Et peut-être qu'à ce moment-là, on verra le vrai visage de la politique d'Emmanuel Macron. Donc je reviens sur la question concernant l'emploi. Quelles seraient les premières mesures ou la première mesure à prendre pour essayer de redynamiser l'emploi sur cette circonscription ? C'est sur cette circonscription et c'est sur l'ensemble de la France. C'est redonner de l'oxygène à nos entreprises, à ceux qui savent créer de la richesse dans ce pays. Et ce n'est pas l'État qui crée de la richesse, ce sont les entreprises, les artisans, les commerçants et les chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, savent ce qu'il faut faire pour créer de l'emploi, créer du développement. Et la première des mesures à faire, c'est de libérer de tout un carcan de normes, de réglementations, de charges qui pèsent sur les emplois et sur les entreprises, de façon à redonner un nouvel élan aux entreprises, y compris dans cette circonscription. Ça, c'est la première mesure à prendre. Bernard Uturi, vous connaissez bien ce territoire, vous êtes un élu local depuis longtemps, vous êtes un conseiller régional également. Comment jugez-vous tout d'abord le mandat de Jean Lassalle, puisque c'est le député sortant ? Est-ce que, en termes d'activité économique, de relance de l'emploi, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites que vous aimeriez faire maintenant ? Alors on ne va pas imputer toutes les lacunes aux plusieurs mandats successifs de Jean Lassalle sur le territoire. Nous habitons un territoire, cette 4e circonscription, un peu à l'instar de la région d'ailleurs, qui est une véritable mosaïque. Une mosaïque de terrains qui sont des terrains naturellement attractifs. La métropole bordelaise, magnifique, emblématique, locomotive, en fait partie. Quelques villes littorales qui en font partie également, vers qui arrivent les start-up, les retraités, les touristes, les investisseurs, etc.
Et puis il y a des terrains qui sont un petit peu au bout du chemin et qui méritent qu'on y apporte un regard et une considération particulière en matière d'aide dédiée. Nous avons fait cet exercice à la région. Je me suis beaucoup investi dans le schéma régional du développement économique et nous allons tirer les conclusions qui ont été validées par l'ensemble de l'Assemblée régionale et par l'ensemble du Conseil économique, environnement et social. Nous avons décidé et mis sur le marbre que des territoires qui sont un petit peu plus loin de tout méritaient une attention particulière et notamment des accompagnements particuliers. Donc cela, ça va très bien avec la 4e circonscription, qui est une circonscription riche de son économie agricole d'abord, très diversifiée, industrielle, touristique. Il faudrait rééquilibrer un petit peu le tourisme côtier et le tourisme intérieur, mais on ne pourra le faire que si on accompagne d'une manière singulière et particulière ces territoires qui en ont un peu plus besoin, ou ces filières qui en ont un peu plus besoin. Sinon, on va aller très vite vers une France qui avancera à 2 vitesses. Cela, nous l'avons inscrit dans le marbre à la région, et cette expérience-là, cette expérience de terrain, largement au-delà d'une autre, va me servir justement pour mieux connaître un terrain que je connais quand même depuis bien longtemps maintenant. Oui, corrigé. Oui. Pardon, mais ça, c'est la compétence de la région. On est sur une campagne des législatives, on n'est pas sur une campagne des régionales. Donc, si ce que vous avez fait, Monsieur Uturi, et que globalement vous faites bien, dans ce cas-là, il vaut mieux rester à la région et pas se présenter à la législative. Là, on est sur un débat par rapport au développement économique global du territoire qui aura évidemment des conséquences sur la circonscription. Je ne nie pas qu'il y a des problèmes particuliers sur la ruralité, sur la montagne et sur l'accès d'un certain nombre de services et la couverture du numérique, entre autres. Mais là, on n'est pas sur une campagne régionale. Merci de reconnaître le travail de la région, d'abord, Marc. Et ensuite, si je prends cela en exemple, c'est parce que je compte bien tirer profit de cette expérience pour qu'au niveau de l'Assemblée nationale, maintenant, au niveau de l'État, la même chose soit faite pour le rééquilibrage des services publics, où là aussi, il faut donner un petit peu plus aux territoires qui sont tabassés. Et une enquête récente a montré le lien très étroit entre le vote Front National et l'abandon des services publics dans les territoires, et singulièrement de la Poste. Je vous invite à regarder cette enquête très précisément. Elle est pleine de leçons à tirer. Et la corrélation entre les deux avec l'économie, c'est-à-dire avec la région comme chef de file, et les services publics avec la région, l'État au pilotage, effectivement, vont de pair. Alors justement, le corrigé, on parlait donc de cette désertification, de cette cassure qu'il peut y avoir entre les différents territoires, et notamment la fracture numérique. Est-ce que là, il n'y a pas un travail à faire pour justement faire en sorte que tout le monde soit à un pied d'égalité? Ce n'est pas toujours le cas dans certaines vallées. Tout à fait. Je rejoins en ça Marc Oxibar sur le fait qu'on est bien sur une élection législative et que donc on doit prendre les problèmes de notre circonscription, mais il faut qu'ils s'inscrivent dans un plan gouvernemental. Et le plan gouvernemental du gouvernement d'Édouard Philippe prévoit de lutter contre la fracture numérique. En ça, les opérateurs devront couvrir en 3G, 4G toutes les zones blanches de notre circonscription d'ici 18 mois. Si ça n'est pas fait, les opérateurs pourront être sanctionnés financièrement et l'État prendra le relais. C'est un engagement fort d'Emmanuel Macron, c'est un engagement fort de la République en marche. Voilà, donc nous voulons lutter contre cette fracture numérique. Cet engagement vous paraît tenable? Je suis d'accord sur le constat. Effectivement, les opérateurs ne vont pas de bon cœur et ne vont pas du tout sur les secteurs où ils n'ont pas de clients. Et c'est pour ça que l'action conjuguée des collectivités, des EPCI, des communautés de communes, du département, en fer de lance, et de la région, doit être couverte par l'État. Alors, si l'État, effectivement, arrive à convaincre les opérateurs d'aller irriguer jusqu'à la dernière ferme au bout du chemin qui a besoin d'avoir un accès rapide à Internet pour aller vers les marchés, tant mieux. Permettez-moi d'avoir quelques doutes et de considérer que les programmes qui sont enclenchés par les départements et par la région et par les EPCI ne doivent pas stagner et doivent continuer pour que dans notre circonscription, par exemple, à l'échelle des 5 prochaines années, ça ne se fait pas d'un seul coup, mais la couverture numérique soit réalisée à 90%, 95%, sachant que pour des raisons techniques, un petit pourcentage devra utiliser d'autres moyens que la couverture numérique par la fibre. C'est sur ça, il y a le projet départemental qui doit couvrir en haut débit, parce que la couverture 3G, 4G, mais aussi le haut débit.
On parlait tout à l'heure de libérer les entreprises pour réirriguer en emploi notre circonscription. Une entreprise, elle a besoin du haut débit, elle a besoin de la fibre pour pouvoir avoir les mêmes chances, les mêmes droits qu'une entreprise qui sera sur la côte ou à Bordeaux, comme disait tout à l'heure M. Uturi. Donc, on doit libérer ces entreprises et on doit surtout réconcilier les Français. On doit arrêter de les opposer. Donc, réconcilions tous les Français de notre circonscription, les Basques et les Béarnais. Ils ne sont pas fâchés. Hein. Ils ne sont pas fâchés, mais vous faites le trait d'union entre les Basques et Béarnais sur cette circonscription. Marc Auxilard, vous voulez réagir ? Le numérique, c'est pour le XXIe siècle ce que l'électrification et la monnaie de l'eau a été au XXe siècle. Et donc, dans cette idée-là, nous avons la responsabilité à tous les niveaux de notre administration et de nos collectivités, jusqu'au plus haut sommet de l'État, d'aller dans le même sens, parce que c'est ce qui permettra demain la survie et le développement de nos territoires qui sont isolés et aujourd'hui coupés de tout. Et réduire cette fracture numérique est une absolue nécessité. Jean Lassalle, vous avez fait plusieurs mandats sur cette circonscription. Quels sont vos engagements pour le mandat à venir, si vous êtes élu, concernant notamment cette France que vous avez pu décrire dans vos livres et dans vos différents meetings, de cette France des oubliés, cette fracture qu'il y a entre cette France un peu lointaine. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vos administrés que vous n'avez pas eu le temps de faire avant, lors de vos précédents mandats ? D'abord, je note que nous sommes pratiquement d'accord sur le diagnostic, tous les quatre, ici. Je reprendrai une formule de Marc Auxilard dans sa comparaison sur le numérique et la téléphonie, parce qu'il ne faut pas oublier la téléphonie. Bien sûr. Elle est en train de régresser. Je suis quand même habitué à la route, mais j'ai vraiment l'impression que nous sommes... Bon, la circonscription est très très mal desservie, mais la France, on ne peut pas téléphoner. Vous êtes coupé tous les 2 ou 3 kilomètres et vous énervez votre interlocuteur. Donc Marc a dit... Il faut qu'il y ait un effort équivalent à ce qui a été fait pour l'adduction d'eau potable et l'assainissement. C'est pour la raison pour laquelle j'ai plaidé pendant la présidentielle, parce que j'ai trop souffert de l'impossibilité des uns et des autres, depuis maintenant mes 3 mandats, à mettre en place un budget national pour qu'on puisse retrouver l'égalité des chances à travers le territoire français. Il n'y a plus d'égalité des chances. Et bien sûr, le département a engagé une initiative avec des moyens qui sont quand même extraordinairement réduits. Je serai aux côtés du département, mais cette affaire doit redevenir une affaire d'État. Sinon, nous n'y arriverons pas. Les moyens à mettre en œuvre sont tellement importants qu'on va encore tourner en rond et nous ne le ferons pas. Moi, je veux impérativement qu'on le fasse parce que c'est une question de vie ou de mort maintenant pour justement l'ensemble des Basques et des Béarnais et surtout ceux que nous aurons la chance de représenter dans 1 mois, c'est-à-dire ceux du Piémont, des villes de Piémont et de la montagne. Loïc Colliger, en termes de transport, quelles sont les priorités à développer sur cette circonscription ? Alors, le transport, je souhaitais appuyer, et je rejoins Jean Lassalle sur ça. C'est vraiment une question très importante. Plutôt d'accord sur l'état des lieux et puis sur les actions à mener. Donc il n'y a pas de différence entre vous. Tout à fait. Non, mais alors, le fait est que Emmanuel Macron l'a bien précisé et c'est inscrit dans son programme. Le numérique est une des priorités de son mandat. D'accord, on a noté pour le numérique. Voilà. Concernant les transports sur cette circonscription... Les transports sur cette circonscription, il y a eu quand même depuis ces dernières années un désengagement de l'État. On a transféré la responsabilité de nos routes de l'État vers le département, du département vers les communes, et on s'aperçoit que les routes, il y a une inégalité territoriale qui a été croissante. Le plan d'urgence qui va être porté par monsieur Richard Ferrand, qui est ministre des Territoires, c'est un plan d'urgence pour remettre à niveau le réseau principal et secondaire des routes de toute la ruralité. Et ça, c'est un plan d'urgence qui a été mis en place dès maintenant. Donc il faudra le financement pour ça. Marc Auxilard, vous partagez cet avis concernant les transports. Quelles sont les priorités sur cette circonscription ?
La priorité, c'est l'amélioration des voies de communication routières. Je pense notamment à la RN 134 vers l'Espagne et le Somport, avec des communes qui attendent depuis de nombreuses années des déviations et qui voient, pardon d'attaquer la région, et qui voient passer un train qui a coûté entre 110 et 120 millions d'euros et qui ne transporte aucun voyageur. Il aurait été préférable que la politique de la région en lien avec l'État et que le soutien de l'État soit très clair là-dessus pour améliorer ces voies de communication routière. C'est un exemple sur la circonscription. Bernard Uturi, vous êtes très impliqué à travers votre mandat et vos mandats justement concernant les transports, les axes de communication. Beaucoup de choses ont été faites, pour autant il y a encore beaucoup à faire. Oui, alors j'ai été très impliqué effectivement puisque je me suis occupé des transports pendant quelques années à la tête de la région, mais j'ai bien compris qu'on n'était pas ici pour parler de la région, même si on me ramène vers la région avec une certaine subtilité. Voilà. Nous avons pour obligation de penser la mobilité de demain. L'économie de demain. Demain, c'est dans 10, 15, 20 ans. Nous sommes dans une période où les transformations, les transitions énergétiques, climatiques, les transformations dans la production additive, les transformations dans les modes de consommation avec les plateformes collaboratives, etc., s'accélèrent d'une manière incroyable. Il faut que nous soyons prêts à relever ce défi. Est-ce que le défi passe uniquement par la construction des routes? Je ne le crois pas. Il faut se préoccuper de la congestion de nos routes. Certains sont restés bloqués sur la rocade et dans les chantiers aujourd'hui et on risque de s'y retrouver tous tout à l'heure. Jean, on sera tous à la même enseigne. Donc, il faut effectivement se préoccuper de la mobilité de demain. Je ne vais pas m'étendre sur le train transfrontalier qui dépasse ce clivage-là et qui est un élément particulier dans notre configuration pyrénéenne et transfrontalière entre l'Aragon et la France notamment. Et nous sommes en attente forte d'une réponse positive de Bruxelles dans les mois ou les semaines à venir. Voilà. On est aussi dans l'attente la mobilité, je la vois s'incarner à travers des travaux, des recherches que nous accompagnons, que l'État doit accompagner, mais notamment pour tout ce qui relève des voitures autonomes, des routes connectées, de la mobilité intelligente. Je voudrais dire, par rapport à ce que j'entends ici autour de la table, que je n'ai pas, moi, l'intention de porter le message qu'il faut tout rapatrier au niveau de l'État. Je considère que, quelles que soient les alternances politiques, notre pays ne fait pas assez confiance à ces territoires. Je considère que sur le plan de la mobilité, comme sur le plan de l'économie et de l'emploi, qui sont inextricablement liés, l'État doit faire davantage confiance à ces territoires avec des moyens dédiés. Nous l'avons vu quand les départements ont pris les collèges, quand les régions ont pris la responsabilité des lycées professionnels, des lycées techniques. La technicité de ces établissements a bondi d'un seul coup. Nous arrivons, parce que nous connaissons chirurgicalement notre territoire, nous arrivons à trouver les solutions qu'il faut, les formations qui vont bien avec les emplois de demain. Ça, on ne peut pas le faire dans un État centralisé où tout est gouverné par Bercy. Il faut que l'État donne les moyens aux structures et aux EPCI notamment qui se musclent en ce moment d'assumer ses responsabilités. Marc Auxibar, on parlait des moyens de transport et notamment peut-être la Pau-Canfranc. Votre réaction par rapport à ça? C'était ce dont je parlais sur la ligne ferroviaire Pau-Canfranc. Bernard Uturi parle de l'attente d'un financement européen pour continuer le projet qui coûtera 400 millions d'euros. On attend aussi sur le Haut-Béarn et même ailleurs, la communication de l'étude de rentabilité socio-économique de cette ligne que la région tarde à donner parce qu'on sait vraisemblablement que le résultat ne sera pas très brillant. Par rapport à l'État et le rôle de l'État, effectivement, je suis assez d'accord avec l'idée que l'État ne doit pas s'occuper de tout. Parce que quand l'État s'occupe de tout, il s'occupe mal de tout. Qu'il s'occupe de l'essentiel, des missions régaliennes de l'État, que sont l'éducation, la santé, la justice, la sécurité, notamment. Et si l'État s'occupait bien de ces missions, qui sont ses missions premières, nous pourrions à ce moment-là avoir un retour
sur notre territoire, sur notre circonscription, qui a le sentiment d'un abandon total, notamment au niveau de ces services publics et des services publics de l'éducation. Quand Emmanuel Macron dit que... Alors concrètement, sur les services publics, cette désertification que l'on peut constater, voire dénoncer depuis des années, quelles mesures pouvez-vous prendre pour que les choses changent? Je vais vous prendre un exemple par rapport aux fermetures de bureaux de poste dans la commune où je suis élu, à Auger-les-Bains. Nous avions une poste qui était ouverte un certain nombre d'heures par semaine, sauf qu'à chaque fois que nous allions à la poste, on se cassait le nez sur une porte fermée. Il y a eu une innovation en termes d'organisation des services publics avec la création d'une maison des services publics qui a regroupé un certain nombre de services de premier accueil de Pôle emploi, de la MSA, de la CPAM, avec l'employé de poste qui a été formé à ce premier accueil. Du coup, nous avons maintenu le bureau de poste d'Auger-les-Bains par le biais de cette maison des services publics. Il y a des innovations à trouver, des innovations d'organisation entre services publics, une sorte de guichet unique qui peuvent être décentralisés de façon à maintenir ces services publics. C'est ça le travail à faire. Jean Lassalle sur ce thème, et puis on abordera le dernier thème de l'émission sur la montagne. Jean Lassalle, une réaction? Oui, c'est-à-dire que, bien entendu, je suis d'accord sur le fait que l'État ne doit pas s'occuper de tout. Mais entre s'occuper de tout et ne plus s'occuper de rien, il y a une différence. Or, aujourd'hui, si nous voyons nos préfets, parce que nous sommes tous à peu près à la même enseigne, eh bien, nous avons tout de suite la réponse, il n'y a pas d'argent. Voilà, donc c'est les collectivités territoriales. Deuxièmement, je ne suis pas tout à fait d'accord sur Bernard Uturi, ou plus exactement, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Marc, à l'instant, Marc Roxivard, c'est que lorsqu'il s'agit de faire des efforts qui dépassent largement la taille du département de la région, et je parle notamment, puisque vous en avez parlé, c'est pour moi un problème douloureux, des villages qui attendent leur déviation. Bien, l'État n'apportant pas, il y a eu la discussion d'un contrat de plan qui ne s'appelle d'ailleurs plus contrat de plan, mais qui s'appelle un petit peu la même chose. Les socialistes étaient au pouvoir à Paris, les socialistes étaient au pouvoir à la région. J'ai été convié à quelques réunions, nous n'avons pratiquement pu rien faire et inscrire. Bon, la déviation de Laurent, mais elle était largement engagée, et là, tout le monde a poussé dans le même sens, heureusement. Mais pour le reste, rien. Et c'est là que j'ai plutôt confiance en ce que dit monsieur le candidat. Il faut que je retienne votre nom. Loïc Corrégé. Loïc Corrégé. Monsieur Jean Lassalle. En plus, je connais sa famille. Loïc Corrégé, sur le fait que, sur le retour de l'État sur ces grands dossiers. Enfin, s'agissant de... là, sinon on ne pourra pas y arriver, c'est impossible. S'agissant, et c'est vrai aussi pour le fonds d'adduction d'eau potable qui a disparu, nous avons nos réseaux qui arrivent en fin de course. Ça, je connais bien, adduction d'eau potable et assainissement. Mais qui va les faire? Les départements n'ont plus les moyens, les communes ne servent plus à grand-chose. Bien sûr, les intercommunalités, mais ce n'est pas tellement les moyens qu'ils sont aujourd'hui. Mais je voudrais dire que surtout, et je l'avais prévu dans mon programme, j'en ai tiré vraiment la réflexion profonde en faisant le tunnel du Somport. Il faut organiser l'autoroute de la mer. Ça marche déjà partiellement, mais il faut que tous ces camions qui traversent nord-sud la France ne viennent pas tous s'embouteiller chez nous, sinon nous n'y arriverons plus, et nos enfants auront peur de monter les leurs dans leur voiture. Là, il y a un travail énorme à faire, et ça, c'est de la dimension aussi de l'État. Alors, pour respecter à peu près les temps de parole, et un mot, on avait pris l'engagement, oui, rapidement, une réaction, après, dernier thème de l'émission sur la montagne. D'accord, je rejoins tout à fait Jean Lassalle, et l'État a besoin d'impulser sa vision, son projet. Et les Républicains et la gauche et le Parti socialiste s'échangent depuis tant d'années le pouvoir et le résultat n'est pas là. Donc, laissons Emmanuel Macron, donnons-lui une majorité. Emmanuel Macron, donc vous, sur votre circonscription... Oui, non. Une démocratie avec un parti unique. Non, c'est pas une démocratie avec un parti unique. C'est juste que ça fait quand même 40 ans que la droite est au pouvoir, que la gauche est au pouvoir, qu'on n'a pas changé les choses.
Loïc Corrégé, Oui. sur cette circonscription, il y a des stations de ski. La montagne est un élément important en termes de tourisme, d'activité, d'économie. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que les difficultés sont là également, régulièrement l'hiver. En termes de... Il faut que les stations de ski puissent... Est-ce qu'il faut encore les développer? Ou est-ce qu'il faut restructurer, peut-être enfermer? Non. Moi, je pense qu'il faut développer les stations de ski. Le tourisme, pour notre circonscription, c'est un poumon. Mais il ne faut pas non plus cantonner qu'aux seules stations de ski. Je pense qu'il faut développer l'agrotourisme pour que nos villages, notre Piémont, nos vallées puissent vivre autant en été qu'en hiver. En quelques mots, Bernard Uturi, on va terminer sur ce thème-là, sur le thème de la montagne et des stations. Que faire? Avec plaisir, parce que j'en viens. Comme Jean, on puise nos racines à peu près dans le même biotope. Et voilà, quand les racines se touchent, les branches finissent par s'entrecroiser. Ce sont des secteurs économiques qui sont très liés Alors, à la météo et très fragiles, en fait, en fonction de la météo. Oui. Alors, s'agissant de... Je persiste à dire que les propositions doivent venir de la base et que l'État doit coordonner. Et si je suis élu, je m'engage d'abord à n'être que député, uniquement député. Et si je suis élu, je m'engage aussi à mettre dont on parle depuis longtemps, des ateliers citoyens pour travailler en circuit court avec les citoyens, directement avec le législateur et le gouvernement. Sur le plan de la montagne, je crois qu'est passé le temps où nous construirons encore plus haut qu'aujourd'hui et des canons à neige et des pistes supplémentaires et des appartements qui seront loués une fois par an. C'est fini. Il faut prendre en compte... Alors, il faut préserver le potentiel touristique que nous avons dans la montagne, essayer de faire des montagnes Vivaldi, des montagnes 4 saisons, où l'on va avec plaisir autant l'hiver que l'été, le printemps et l'automne. Il faut rentabiliser, attirer les touristes. J'adhère à l'idée que l'agropastoralisme, qui devient une réalité au Pays Basque et au Béarn, porté par les agriculteurs, doit aussi être pris en compte pour équilibrer un petit peu le tourisme côtier et le tourisme de montagne. L'avenir de la montagne, à mon avis, passe largement autant par les activités de ceux qui y travaillent, les paysans, le dernier artisan de la vallée qui doit anticiper sa retraite et dont on doit assurer la transmission parce qu'il est attractif, qu'il amène de l'emploi dans les vallées, qu'il structure la vallée, que par songez que aucun climatologue ne dément que la température de notre région à l'horizon des années 70 sera celle de Séville maintenant. Ça relativise à la fois les canons à neige au-dessus de 2000 mètres et ça relativise aussi la culture du maïs et la culture de la vigne dont on dit que les cépages bordelais pourraient venir dans la banlieue de Londres. Voilà, tout cela doit avoir une implication sur le tourisme à condition d'avoir une politique à long vue et des dispositifs qui permettent de mettre en place ces politiques. Marc Auxibard également, pour conclure cette émission, votre vision sur la montagne. Vous aussi, j'imagine que si vous êtes élu, ce sera votre seul mandat ? Seul mandat. Je tiens à rester conseiller municipal de mon village, mais je démissionnerai de la région. La loi sur le cumul des mandats autorise à garder un mandat en plus de celui de député. Et je tiens à rester conseiller municipal de mon village pour avoir ce pied dans la réalité communale qui fait le maillage territorial de notre Quelques mots sur votre projet pour la montagne. Sur la montagne, effectivement, le poète mélomane Bernard Uturi a raison que la montagne est l'avenir du tourisme et des stations de ski doit se faire sur 4 saisons. Sur la montagne également, je pense notamment à la vallée d'Ossau. Il y a un travail à faire aussi, et il y aura un gros travail pour le futur député sur le renouvellement des concessions hydroélectriques, notamment à la Reims. Enfin, par rapport au pastoralisme, et qui concerne, alors ça concerne l'agriculture en général, mais aussi pour le pastoralisme, c'est toute la question des normes et des normes françaises qui sont rajoutées systématiquement aux normes européennes et il va falloir faire un balayage pour pouvoir permettre à ce moment-là aux bergers de continuer aussi à travailler dans de bonnes conditions et permettre à l'agriculteur de vivre de son revenu, de son travail, d'avoir un vrai revenu. C'est ça l'enjeu de l'agriculture, que ce soit en montagne ou en plaine. Sur l'agriculture, c'est la politique du revenu de l'agriculteur. On va terminer cette émission avec Jean Lassalle. Jean Lassalle, si vous êtes élu, vous ne serez plus maire de Lourdes-Sichères ?
Et oui, mandat unique. Vous êtes maire de Lourdios depuis combien? 40 ans? Cette année, le 21 mars. Si vous êtes élu 2007. député, vous quitterez la mairie de Lourdios-Icher. Ils n'étaient pas nés, mais ceux qui habitent Lourdios n'ont pratiquement vu que moi comme maire. C'est pas. Donc je il est suis temps de changer, c'est ce que vous voulez dire? Non, mais je resterai conseiller municipal pour ne pas obliger cette commune à voter, enfin, si tout au moins on me le permet. Mais il y aura. Et Jean Lassalle, inversement, si vous êtes battu, que ferez-vous ensuite? Est-ce que vous arrêterez la politique? Écoutez, laissez-moi quand même une toute petite peu de mystère. Vous savez que je finis par les lever tous. En ce qui concerne votre question fondamentale, c'est-à-dire quelle politique pour la montagne, eh bien, écoutez, je crois que ce que viennent de dire mes 3 collègues candidats, je m'y retrouve. Le problème, c'est que quels moyens? Jusque maintenant, nous avons fait tout ce que nous avons pu. Et je crois que le pastoralisme est une très grande chance pour la haute montagne. La neige doit continuer. On ne sait pas. Bon, il y a les aléas climatiques, mais d'ici 70 ans, il faut quand même vivre. Et vous savez, il faut quand même, en dehors de l'argent qui est généré localement, trouver un petit peu ailleurs. Moi, je me réjouis de l'arrivée des sentiers de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'y ai pris une part très active. Ça a développé un tourisme rural et de proximité de très bonne qualité, avec beaucoup de contacts et puis de petits commerces avec le commerce local et les artisans. Jean Lassalle, merci. Messieurs, merci. On va regarder à nouveau cette liste des candidats. Je rappelle qu'il y aura 14 candidats donc sur cette 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. On voit cette liste des 14 candidats avec donc ces élections législatives les 11 et 18 juin prochains. Pas de 15e? Non, Toujours pas. toujours pas. Pas pour l'instant. Il reste 20. Messieurs, merci. Merci infiniment. Merci d'avoir participé à Dimanche en politique. À très bientôt. On se retrouve de toute façon pour les premiers tours le 11 juin prochain. Excellente soirée. Tout le monde prendra exemple sur nos débats, parce que nous allons apporter, je crois... Nous avons essayé de laisser du temps pour pouvoir permettre de vous exprimer sur vos programmes. Messieurs, merci. L'émission était excellente et vous aussi.